reprise du dialogue entre le gouvernement et les syndicats. C'est le souhait émis par les syndicats burkinabés à l'occasion de la journée internationale du travail. À Ouagadougou, tout comme dans les régions, les travailleurs se sont mobilisés pour commémorer cette journée. Les échos à suivre dans quelques instants. Plusieurs localités du Burkina Faso envahies par une nappe de poussière depuis ce matin. Le phénomène qui a réduit la visibilité a aussi ralenti certaines activités, sans compter les risques qu'il présente sur la santé. Dans ce 20h, le constat et les explications des spécialistes de la météo et de la santé. Et dans ce journal, nous serons à Dissine à la découverte du pain traditionnel d'Agara. Le tissage de ce pain est une activité pratiquée dans plusieurs concessions de la localité. Mais quelles sont les retombées de cette activité et quelles sont les difficultés rencontrées par les femmes tisseuses? Élément de réponse dans une vingtaine de minutes. Une triste nouvelle dans cette édition, le monde du cyclisme burkinabé pleure le décès de Francis Ducré, très impliqué dans l'organisation du Tour cycliste international du Faso. Il a aussi contribué au développement du cyclisme sur le continent africain. Nous lui rendons hommage dans ce journal à travers un portrait que nous vous proposons en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous sommes le 1er mai, jour férié, chômé et payé. Le monde entier célèbre la fête du travail à Ouagadougou et comme il est de coutume, les travailleurs ont marqué cette journée par une marche suivie de meetings. Dans leur message, les travailleurs ont souhaité la reprise du dialogue gouvernement-syndicat. Moussa Ouedraogo et Nyarkiteda. Après le rendez-vous manqué de 2020 pour cause de Covid-19, les travailleurs réunis autour des centrales syndicales, les syndicats autonomes, renouent avec les rues à l'occasion de la commémoration du 1er mai cette année. Parti de la Bourse du Travail, il rallie par la suite le ministère de la Fonction publique après environ 1,5 km de marche. Ici, c'est le premier responsable du département en personne qui les reçoit. Comme à l'accoutumée, une plateforme revendicative est remise au professeur Seyni Ouedraogo. Dans la plateforme, les syndicats sont, on ne peut plus clair, reconduire le dialogue gouvernement-syndicat. Notre amertume, vous le devinez, est liée à l'état du dialogue social dans notre pays ces dernières années. Nous notons que la dernière rencontre gouvernement-syndicat date de 2017 et c'était au compte de l'année 2016. Depuis 2019, nous avons exprimé notre disposition à prendre part à la rencontre. Malheureusement, à diverses reprises, le gouvernement a annoncé la programmation de la rencontre sans lui donner de suite, malgré nos réponses favorables. Une requête que le ministre Seyni Ouedraogo promet transmettre à qui de droit, de même que l'ensemble des revendications contenues dans la plateforme, soit 29 au total. Ces points sont ensuite portés à l'attention des syndicats de retour à la Bourse du Travail pour le meeting. Relèvement du SMIC à 60 000 francs. Relèvement des pensions des retraités et la facilitation d'octroi de prêts en faveur des retraités à un taux d'intérêt de 2% maximum. Baisse des prix des hydrocarbures. Révision de la structure des prix des hydrocarbures. Baisse des prix des produits de première nécessité et contrôle effectif des prêts, des prix et de la qualité des dits produits. Les syndicats peignent en noir la situation nationale, du politico-social, en passant par la sécurité et l'économie. Et au dire des manifestants, l'inflation au Burkina est la plus élevée dans la zone UEMOA, selon les statistiques de la BCEAO. À l'instar des travailleurs de la capitale, ceux des autres localités ont marqué cette journée par des activités diverses. À Bobo-Dioulasso, une déclaration a été remise aux représentants du gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Une déclaration qui dénonce les conditions difficiles dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Et du côté de Gawa, les travailleurs parlent également de conditions de vie et de travail difficiles pour les agents du public et du privé. Cette journée internationale du travail est mise à profit par l'association MANA pour organiser un cadre de rencontre entre des jeunes en quête d'emploi et des responsables d'entreprises. Dénommée Journée Conseil Emploi, l'activité s'est déroulée ce matin à Ouagadougou. Palais Népié et Sekou Zongo. Échange, conseil entre des entreprises et des jeunes à la recherche d'emploi. Le 1er mai, Journée internationale du travail, est ici célébrée autrement
par l'association MANA qui veut favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes au Burkina Faso. Ça leur permet de rencontrer plein d'experts des ressources humaines de plein d'entreprises et aussi l'occasion de participer à des ateliers pour renforcer leurs capacités sur comment avoir un CV optimisé, comment écrire une lettre de motivation convaincante et comment surtout réussir son entretien d'embauche. C'est vraiment de leur expliquer la spécificité de notre certificat, le fondement de la chose, la logique et comment ça va se dérouler. Vous voyez dans les offres de recrutement, une entreprise par exemple qui lance une offre de recrutement, souvent il peut vous mettre 5 ans ou 10 ans d'expérience sur ce qui est demandé sur le profil. Nous faisons d'habitude l'inverse. Nous avons un centre de formation qui nous permet de recruter des jeunes sortis d'école sans expérience à qui nous donnons des CDD par exemple. Une vingtaine d'entreprises sont ainsi au contact des jeunes qui se familiarisent avec le monde de l'emploi. On a eu à nous dire que pour faire une lettre de motivation, il faut pas aller comme si tu pars pour demander de l'emploi. Il faut aller montrer que tu es offreur de compétences et non demandeur d'emploi. Cet atelier m'a permis de savoir que dans une lettre de motivation, il faut préciser la source de l'information. Il faut surtout éviter les fautes parce que la lettre de motivation, c'est le porte-parole du candidat. La journée Conseil Emploi est entièrement gratuite. Elle est ouverte à tous les jeunes désireux de se frotter au monde du travail. Plus de 1000 jeunes sont attendus à cette journée Conseil Emploi, au dire de la directrice de l'association MANA. Et parlant encore de la journée dédiée aux travailleurs, chez les Raéliens, la perception sur le 1er mai est bien différente. Selon la vision de cette communauté, l'homme doit simplement se libérer du travail pour s'épanouir. Le 1er mai, chez les Raéliens, c'est la journée internationale du paradisme. Ils se sont expliqués devant la presse hier à Ouagadougou. Nongba Kouda et Sébastien Zongo. Chez les Raéliens, le 1er mai, on ne parle pas de journée internationale du travail, mais plutôt de journée internationale du paradisme. Une conception d'un monde où Dieu n'existe pas, un monde basé sur la science et la technologie et dans lequel l'être humain n'a pas besoin d'argent et doit se libérer du travail. Laisser le travail aux robots et aux machines, libérer les hommes de cet esclavage qui est le travail et leur donner la liberté totale pour qu'ils puissent faire exactement la seule chose pour laquelle ils sont faits, c'est-à-dire s'épanouir, donner de l'amour. C'est uniquement pour ça que les hommes sont créés. La commémoration de cette journée est une occasion de partager la conception raélienne du travail avec les travailleurs. Ça ne veut pas dire que le travail ne va pas exister. Mais le travail pour avoir un salaire, pour pouvoir vivre et survivre, ça ne doit pas exister. Et les travailleurs peuvent prendre conscience de cela et revendiquer le contraire. Maintenant, ça dit que remplacer les travailleurs par les robots, les machines, et le travail qui va être fait par les robots et les machines, c'est pour servir qui? Pour servir les travailleurs. Au lieu que le travailleur aille souffrir toute la journée, une machine ou robot fait le travail à sa place et puis lui, il récolte les bénéfices. Mais ça demande une organisation totale pour que cela puisse se faire. Selon les conférenciers, d'autres conférences en virtuel ou en présentiel sont prévues à travers le monde pour faire passer le message du prophète Raël sur la commémoration du 1er mai. Dans l'actualité également, ça n'est fini pour la 4e réunion du comité conjoint de suivi des recommandations et des décisions du TACA, le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. 3 jours durant, les experts des deux pays ont fait le bilan et ont noté d'énormes progrès dans plusieurs domaines de coopération. D'autres accords ont été signés par les ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. De retour d'Abidjan, le compte-rendu de Ahadi Sandamba. C'est un rapport en 43 points qui est paraphé ici par les ministres en charge des affaires étrangères des deux pays. Fruit de 3 jours de travaux en commission et en plénière de la 4e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, c'est un document estimatif des avancées notables enregistrées, mais aussi des difficultés rencontrées qui font désormais objet de défis à relever. Un document
qui sert désormais de repère pour la 9e conférence au sommet des chefs d'État prévue pour se tenir en juillet prochain à Yamoussoukro. Il est particulièrement une légitime fierté des conclusions auxquelles nous sommes parvenus à l'issue de ces travaux et je ne doute pas que nos deux gouvernements ne ménageront aucun effort pour assurer la mise en œuvre effective de ces recommandations qui traduisent les besoins de nos peuples et contribueront nécessairement au renforcement de notre coopération bilatérale. Des avancées certes à louer, mais il ne faudra pas perdre de vue les difficultés qui entravent la mise en œuvre des décisions et recommandations prises. Force est de constater que des efforts substantiels restent encore à faire quant à la réalisation d'un certain nombre de projets d'importance stratégique pour notre pays. En effet, de nombreuses difficultés subsistent encore dans le processus de mise en œuvre des projets, lesquelles difficultés requièrent des orientations nouvelles à donner à nos actions concertées. Cette 4e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation a formulé des recommandations pratiques pour guider les actions futures. Des recommandations qui devraient permettre de renforcer le niveau d'exécution des projets et programmes communs conclus dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Actualité ici au Burkina Faso, la Sonabel donne les raisons des coupures d'électricité constatées depuis quelques jours. La Sonabel avance que la situation est due en partie à des perturbations des lignes chez nos fournisseurs ivoiriens et ghanéens. L'apport de ces deux pays en énergie électrique est d'environ 70%. Le point de la conférence de presse animée ce matin avec Kwale Nebié et bienvenue Taoussa. Une séance d'explication devant la presse des raisons des coupures intempestives d'électricité observées depuis quelques jours sur le territoire national. C'est une situation occasionnée par des perturbations sur les lignes ivoiriennes et ghanéennes dont l'apport en électricité est de près de 70% au Faso, explique le directeur général de la Société nationale d'électricité du Burkina Sonabel. Ils ont connu une période de sécheresse l'année dernière, une faible pluviométrie l'année dernière, qui fait que le niveau dans les barrages n'était pas aussi important que cela. Et du coup, ils se retrouvent avec des centrales hydroélectriques à l'arrêt. Les réseaux sont congestionnés. Et donc ces réseaux sont instables et souvent disjoncts. Et c'est ça, les disjonctions, que la population a ressenti depuis quelques semaines. Des difficultés qui ont pour conséquence une baisse de la fourniture en électricité en provenance de ces deux pays. Aujourd'hui, du côté ivoirien, ce que nous attendions pour cette pointe de 100 MW, on ne l'a pas. Nous avions hier 30 MW au lieu de 100. Au lieu de 150 MW que nous attendons du Ghana, à l'heure actuelle, nous sommes à 100 MW. Au niveau national, les problèmes techniques sont signalés sur une centrale de 50 MW en location et pour compliquer les choses, le chantier de la nouvelle centrale électrique de Kosodo, censé fournir 50 MW d'électricité, est à l'arrêt à cause de difficultés liées au Covid-19. D'où un manque à gagner de 200 MW selon Baba Ahmed Koulibaly, qui demande aux consommateurs de la Sonabel indulgence et compréhension. Dans l'actualité ce soir, c'est un phénomène qui est actuellement constaté dans plusieurs localités du Burkina Faso. Nous parlons de cette suspension de poussière, une nappe qui a réduit la visibilité. À Kaya, dans le centre-nord, ce phénomène revient chaque année et certaines activités sont actuellement au ralenti. Constat et explication avec Daouda Ouattara et Draman Dadia. Une colline d'environ 40 mètres de hauteur, à peine visible à une distance de 30 mètres. Le San Matenga est couvert par un nuage de poussière ce samedi. Visibilité très réduite dans la ville de Kaya. Nous, on s'est levé ce matin autour de 4 heures, on n'avait pas la poussière. C'est quand on a fini de prier et puis rentrer vers 5 heures là, qu'on a trouvé qu'il y a poussière. En quittant à la maison même pour venir au marché là, c'est difficile. On affronte ça fortement. Il y a toujours la poussière. Pour travailler même c'est difficile. Il faut qu'à tout moment tu essaies d'essuyer les articles. Sinon la poussière est en train de passer là-dessus.
La suspension poussiéreuse n'est pas un phénomène nouveau de la vie des populations. Les coutumiers font parfois recours à des rites traditionnels pour déterminer la cause et parer à toute éventualité. Foi de Naba Gongo du San Matenga. C'est un phénomène que nous appelons en Mouré Gangardo ou suspension de poussière dense. Nous la vivons chaque année ici dans le San Matenga. À l'occasion, les leaders coutumiers honorent les mânes des ancêtres afin d'épargner les populations des maladies. Installés aux abords de la route ou dans les boutiques, il faut régulièrement dépoussiérer les articles, même si les clients se font rares. Le risque sanitaire est réel, Siriki le sait bien, mais il dit être en quête de sa pitance quotidienne. On va faire dès qu'il amène, je sais pas nous. Où est comme il ne vient pas toujours. Forcément, on va travailler avant de trouver manger là. Où est où est c'est pas à Kayachel, il vient ici. Comme si ça vient, maintenant ça vient comme ça. Partir à Ouaga même. Il va partir, c'est quelque chose qui descend. Ouagadougou est aussi couverte de poussière. Même situation dans certaines régions du pays, selon l'Agence nationale de la météorologie, qui dans un communiqué prévient les citoyens des précautions à prendre pour se protéger de cette poussière dense qui peut causer des maladies de surcharge et d'exacerbation nuisibles aux poumons. Justement, la ville de Dori, proche de la zone d'où est venu ce phénomène, est aussi couverte de poussière. Sur place, les spécialistes de la météo annoncent que la nappe de poussière va durer 48 heures sur le territoire burkinabé. Côté impact sur l'organisme, les agents de santé donnent les conseils sur le comportement à adopter. Des détails avec Albert Nebier et Lazare Sanou. C'est le temps ici ce matin à Dori, dans la région du Sahel. Cette suspension poussiéreuse, l'Agence nationale de la météorologie l'avait prévue. Depuis hier, si ceux qui ont eu accès au bulletin de l'Agence nationale de la météorologie, basée à Ouaga, et ce bulletin prévoyait une nappe de poussière qui allait intéresser la partie nord-ouest, ouest, et puis une partie donc du centre-ouest. Et cette nappe de poussière donc, vient du territoire malien. Et c'est au cours de la nuit que cette nappe de poussière donc, a intéressé donc, la partie du Burkina. Cette poussière, une fois inhalée, est dommageable pour l'organisme. Un changement de comportement s'impose donc. Ça peut favoriser des infections. Et en plus de ça, ces grains de poussière-là qu'on pourrait inhaler peuvent se déposer dans le poumon et provoquer des maladies respiratoires. Déjà, c'est de limiter les déplacements. Ça veut dire que par ces temps, des mauvais temps qui courent, et si un déplacement n'est pas vraiment nécessaire, il faut rester à domicile, se protéger, et ça veut dire fermer les entrées d'air. Et lorsque le déplacement est vraiment nécessaire, c'est indispensable de sortir. C'est protégé en portant un masque. Selon les spécialistes de la météo, cette nappe de poussière va durer 48 heures à compter de ce 1er mai. La visibilité étant réduite, les professionnels du transport conseillent d'allumer le phare pendant le temps de la circulation. Suite de la tournée du ministre Stanislas Ouaro en prélude aux assises nationales sur l'éducation. Hier, ce sont les fêtiers des écoles privées et les partenaires techniques et financiers qui ont échangé avec le ministre en charge de l'éducation. Après avoir pris connaissance du bien fondé des assises nationales sur l'éducation, les représentants des écoles privées et les PTF se sont engagés à jouer leur partition. Roger Kam et Yarkiteda. Ils sont les responsables des fêtières des écoles privées et répondent ici à l'appel du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales en pleine préparation des assises sur le système éducatif. C'est la tenue justement de ces assises qui fait l'objet de cette rencontre d'échange, car le ministre Stanislas Ouaro tient à impliquer l'ensemble des acteurs
depuis l'élaboration jusqu'à la tenue des assises qu'il veut inclusives. Nous sommes retrouvés autour donc, de la question des assises nationales sur l'éducation nationale pour qu'ils soient informés de la démarche et recueillir d'eux aussi des suggestions, des orientations éventuelles, des observations et des critiques afin que nous ayons la même compréhension et que nous puissions aller à ces assises-là de façon sereine. Nous avons exprimé au ministre et à ses collaborateurs notre satisfaction parce que vraiment pour toute société, toute structure qui veut aller de l'avant, il faut à certains moments qu'on s'asseye et que l'on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas pour pouvoir aller de l'avant. Eux, ce sont les partenaires techniques et financiers du système éducatif burkinabé. Encore appelés bailleurs de fonds, ils sont incontournables dans le système et sont beaucoup attendus au moment où le Burkina Faso s'apprête à écrire une nouvelle page de l'histoire de son école. C'est des partenaires incontournables qui nous accompagnent et nous cheminons ensemble. Et donc nous avons été très heureux de les rencontrer aujourd'hui et de recevoir d'eux donc un engagement ferme à nous accompagner dans l'organisation de ces assises. Nous allons pouvoir l'analyser, se consulter et apporter des commentaires, des avis pour accompagner le ministère dans cette démarche. Donc nous la saluons, nous sommes très contents d'être associés à tout ce processus. Avec le D-Group, Stanislas Ouaro a présenté les 3 défis du moment du système éducatif. Il s'agit notamment des défis sécuritaires ayant occasionné la fermeture de plus de 2000 écoles, du défi sanitaire avec le Covid-19 et enfin des défis de la fronde sociale et du financement de l'éducation toujours bas par rapport à la demande. Entreprendre à 0 francs ou avec peu de moyens, c'est un concept en vogue et qui fera l'objet d'une conférence publique dans les jours à venir à Ouagadougou. Cette conférence sera animée par Patrick Gagnon, un jeune entrepreneur qui entend convaincre la jeunesse qu'elle peut entreprendre avec peu de moyens. Un avant-goût a été présenté hier lors d'une rencontre préparatoire. Kostum Koulibaly et Sekou Zongo. Le business commence petit pour pouvoir devenir grand. Il y a plein de grands entrepreneurs burkinabés, sans nécessairement les nommer, qui ont commencé avec absolument rien. Un avant-goût d'une conférence sur le développement personnel des jeunes entrepreneurs. Comment on fonctionne avec les variables, par exemple avec notre équipe commerciale pour pouvoir faire grimper nos ventes et puis avoir nos stratégies marketing pour que notre 100 francs se transforme en 1000 francs, en 10 000 francs, en 100 000 francs, en 1 million de francs. Patrick Gagnon, entrepreneur de profession, partage ici aux jeunes ses expériences dans l'entreprise, des expériences jalonnées de haut, mais surtout de bas. L'entrepreneuriat est vraiment parsemé de haut et de bas. Et puis c'est de ces hauts et de ces bas-là que je veux vraiment partager avec les gens. C'est pouvoir donner le courage, pouvoir donner par où moi je suis passé et quand on tombe, qu'on est capable de se relever, comment on fait pour se relever? C'est de faire passer le message que nous pouvons entreprendre sans passer par des grands moyens. Et on peut s'entourer d'un grand réseautage avec des bonnes personnes pour pouvoir évoluer. Pour mieux comprendre et réussir en entrepreneuriat, Patrick Gagnon et son équipe donnent rendez-vous aux jeunes âgés de 18 à 45 ans pour la grande conférence le 22 mai à Ouagadougou. Les frais de participation sont fixés à 7 500 francs CFA pour les étudiants et 15 000 francs CFA pour les non-étudiants. Une semaine à Dissine fait un zoom ce soir sur le tissage du pain traditionnel d'Agara. C'est une activité très développée et vous pouvez en faire le constat devant pratiquement toutes les concessions à Dissine. Le tissage est une activité rentable pour les femmes qui le pratiquent, mais des difficultés d'écoulement sont à signaler. Constat avec Ali Doubadzini et Sekou Zongo. Le tissage du pain traditionnel, une activité populaire à Dissine. C'est du moins le constat que l'on fait quand on y fait un tour. Devant presque chaque concession, femmes et jeunes filles rivalisent d'ingéniosité dans la création des motifs des pains traditionnels. Toi-même, tu ne connais pas comment tu vas faire pour avoir le dessin. Tu ne sais pas comment tu vas avoir pour apprendre la largeur et la longueur. Il faut que tu bosses. Tu bosses avec la tête. Si actuellement on ne donne pas les motifs, c'est pas hasard. Voilà. Donc c'est toi-même qui se débrouille avec la tête pour avoir la largeur et le dessin.
Donc le jour où m'a donné Kawaga, et j'étais là, comme ça, c'est arrivé comme ça. Dans cet atelier de tissage de fortune, 10 filles sous la coupe de Gisèle Poda, elle-même dans le métier depuis plus de 15 années. Même si cette façon de tisser le pain traditionnel garantit la qualité du produit, il faut tout de même se surpasser au regard de la pénibilité du travail. Leur problème, Loulou, il faut manger. Ça donne du faim. Si tu n'as pas mangé, tu ne peux pas tisser. Tu vois, le caillou là est lourd. Et toi-même tu tires. Toi-même tu tires pour pouvoir arriver. Pour tisser là, il faut que tu fais ça avec la force. Pour que le pain là soit. En dehors de ces ateliers dispersés dans la commune de Dissine, celui-ci est un atelier de formation à grande échelle. C'est là que plus de 400 tisseuses sont passées. Une véritable vitrine du pain traditionnel à Dissine. Actuellement, on prend plus de 60 jeunes filles par an, mais au début, on prenait 10, 20, ainsi de suite, à cause de manque de moyens. Bon, de nos jours, bien sûr que le manque de moyens existe, mais on a agrandi un peu le centre. Et quand vous arrivez à Dissine, vous voyez qu'il y a des tissages un peu partout, des jeunes filles qui ont fait des petits groupes, toutes ont été formées dans ce centre-là. Et maintenant, elles aussi, elles ont d'autres jeunes filles qu'elles forment. Donc, si on veut estimer ce que le centre a donné comme aide, en tout cas, nous allons arriver à plus de 600. Puis ces jeunes filles aussi ont pris d'autres jeunes filles qu'elles forment. Ce qui développe l'activité du tissage à Dissine. Seul bémol, les difficultés d'écoulement. Pas de machine. On tisse les pains déposés. Quelqu'un même, si on fait commencer, tu as fini, le type vient et dit que c'est lui qui avait commandé, mais que c'est serré. Qui n'a pas les moyens. Que les déposer, au moins il donne 3 000 francs. Ou soit il donne 2 000 francs. 2 000 francs, tu penses que tu bouffes. Ça ne peut pas t'arranger. Deuxièmement, le manque de métier. Et là aussi, j'ai couru partout, adressé la demande à Gawa, à gauche, à droite. Jusque-là, je n'ai rien eu de métier, nulle part, pour pouvoir les aider. Elles sont plus de 60. Et donc, moi, je jongle. Dans la semaine, là, je peux laisser, par exemple, une vingtaine à la maison et je prends les autres. Ou bien elles viennent, mais elles sont 2, 3 dans un métier. Et quand vous êtes arrivé, vous avez vu le nombre de pains qui sont là, il y en a encore dedans. Ce n'est pas tous les jours que ça s'achète. Le pain tissé est pourtant une source de revenus non négligeable pour plusieurs familles à Dissine. Commune réputée être celle de l'exode des jeunes filles vers les centres urbains et le Ghana voisin, le développement de cette activité pourrait freiner ces mouvements. Vous l'avez aperçu dans le reportage précédent, Sœur Marie Blanchienne n'a pas d'intérêt que pour le tissage. Elle s'intéresse également à l'élevage et à la formation des femmes et des jeunes filles en situation de vulnérabilité. Sœur Marie Blanche est l'une des preuves que l'Église catholique contribue aux actions de développement à Dissine. Son portrait avec Ali Roubadzini et Sekou Zongo. Elle est la mère de toutes les femmes en détresse rejetées par leur famille ici à Dissine. Elle, c'est la sœur Marie Blanchienne. Ici, dans son centre Faïn Touara de Marie Mère de Dieu, elle accueille des dizaines de femmes qu'elle les redonne goût à la vie à travers l'apprentissage de métiers. La formation au métier à tisser, l'élevage, la transformation des produits locaux, la restauration, bref, le champ d'action de Sœur Marie Blanchienne est vaste. Une force d'adaptation qu'elle tire de son attachement à son Créateur. On ne peut définir une religieuse qu'en lien avec le Christ. C'est l'auteur qui m'inspire. Voilà. Je n'ai pas une autre source parce que c'est de sa miséricorde que je puise pour être miséricordieuse aussi avec les autres. En voyant l'amour que Jésus lui-même m'adresse, je vois que s'il était là présentement en corps et âme, il n'allait pas laisser ces personnes-là dans cette misère-là. Et donc, il ne me manque pas de l'aide aussi pour pouvoir réaliser ce que je fais. Au niveau des femmes, au niveau de jeunes filles, au niveau des femmes, on est allé jusqu'à donner plus de 2500 vélos aux femmes. 500 pour chéri construits.
Là, c'est pour améliorer un peu l'élevage de la localité. Voilà. Pour renforcer ceux qui font l'élevage des poules locales, viennent par nous, par exemple, les coqs, et puis Une femme, de surcroît une sœur religieuse qui excelle dans l'élevage, volailles, petits ruminants, cochons, c'est un engagement qui force l'admiration. C'est la ponte, ça a commencé la semaine passée. Et nous avons des femmes qui travaillent avec nous. C'est une activité qui permet vraiment à plusieurs femmes aussi d'avoir, j'allais dire, d'avoir une activité sur place. Voilà, parce que ça coupe un peu le chômage. L'autre défi de la sœur, le combat contre la faim. Une bataille qu'elle mène en s'appuyant sur sa ferme, devenue aujourd'hui l'une de ses passions. De nos jours, avoir des gens qui meurent de faim, ça fait mal. À travers cet élevage-là, nous atténuons un peu la malnutrition. Les femmes elles-mêmes viennent se procurer des œufs et on casse les prix pour elles. Ou des fois même on les partage. Il y a des périodes où on ramasse, on les donne pour qu'elles puissent donner à leurs enfants. À 56 ans, Sœur Marie-Blanche déborde encore d'énergie, sauver plus de jeunes filles, de femmes en difficulté et les amener à s'intégrer dans la société. Pour réaliser ses vœux, la religieuse veut bien l'accompagnement d'autres femmes de Dieu à travers la création d'une congrégation afin de pérenniser ses idéaux, nous confie-t-elle. En attendant, Sœur Marie-Blanche Lienne se consacre à ce que l'on peut appeler sa raison d'être, aider les plus vulnérables. Cette question à présent, comment mettre les langues nationales au service du vivre ensemble, une valeur prônée ces derniers temps au Burkina Faso. C'est une question qui était au centre d'un colloque international organisé à l'université Norbert Zongo de Koudougou le 28 avril dernier. On prépare à ce colloque à des enseignants-chercheurs venus de plusieurs pays d'Afrique et de la France. La cérémonie d'ouverture avec Issa Kafando est bienvenue Tansa. Les langues, instruments de communication et facteurs d'identité sociale, un atout considérable dans la construction de la cohésion sociale, c'est une conviction que partagent ces enseignants-chercheurs venus d'une dizaine de pays d'Afrique et d'Europe. À travers la réflexion, ils se donnent pour mission de fournir des pistes de solutions aux tensions sociopolitiques et culturelles que connaissent le Burkina Faso et l'Afrique en général. Par les jeux de parenté à plaisanterie, on voit ce que la langue représente, instrument de communication. Donc, la langue, la cohésion sociale, c'est des choses essentielles. C'est dans ce sens que nous avons invité des chercheurs des pays d'Afrique centrale, Afrique occidentale, d'ici, pour qu'on réfléchisse ensemble. Ils vont nous communiquer les expériences, nous donner nos expériences aussi. C'est une idée que nous avons vraiment mûrie au sein du laboratoire pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter aussi comme contribution en matière de réflexion scientifique sur les difficultés que traverse notre pays, que traverse le continent, que traverse le monde. Le ministre chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale dit attendre beaucoup de ce colloque international, car, dit-il, le sujet est en rapport avec la politique nationale de promotion du vivre ensemble. C'est parce que nous pouvons parler le même langage que nous sommes ensemble. C'était donc une très belle initiative que d'avoir ce colloque-là et je tiens à féliciter en tout cas les organisateurs et leur dire que je resterai attentif, comme l'a dit d'ailleurs le ministre Maga aussi, aux différentes conclusions qui enrichissent. Les langues, le vivre ensemble et la cohésion sociale en Afrique, c'est le thème de ce rendez-vous organisé par le laboratoire de linguistique de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Le vivre ensemble et la cohésion sociale, c'est ce qui est également prôné à travers cette rupture collective de jeunes hier soir ici à Ouagadougou. Musulmans, coutumiers, autorités et représentants des autres confessions religieuses ont pris part à ce moment de partage et de prière. Et c'est une initiative de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina. Konstoun Koulibaly et Draman Guédé. En paix, dans la cohésion. C'est une rupture collective voulue très large par la Fédération des associations islamiques du Burkina. Le président du Faso est ici représenté par son directeur de cabinet, des membres du gouvernement et d'institutions, des diplomates, des coutumiers, des fidèles d'autres confessions religieuses communés ensemble ici pour la paix au Burkina. C'est un exemple de partage et de tolérance que la FAIB présente aux yeux de tous pour être conforme avec le thème de la soirée, Ramadan,
et réconciliation nationale. Marquer notre adhésion à cette dynamique de réconciliation que tout Burkinabé cherche actuellement. Nous sommes très meurtris dans le pays parce que nous vivons beaucoup d'épreuves, des épreuves cumulées, et il y a un impératif qui se dégage. Il faut qu'on se mette ensemble pour faire face à ces épreuves-là et pouvoir les surmonter. Et nous avons espoir que d'ici la sortie de ce mois sacré, Allah dans sa miséricorde va nous exaucer et on se retrouvera tous ensemble pour être un corps comme il nous a été demandé. Quand une partie de ce corps-là fait mal, tout le corps fait mal. Après la rupture, les fidèles sont appelés à la prière. La soirée reprend. À la tribune, les communications appellent chacun individuellement et collectivement à revoir sa copie avant d'attendre la grâce d'Allah. Message apprécié par les politiques. Je voudrais, une fois de plus, exprimer la gratitude du président du Faso pour tout ce que la Oumma fait pour la paix au Burkina Faso et souhaiter que les prières de ce mois béni contribuent à renforcer la cohésion, l'unité qui vont faire la force de la Oumma au Burkina Faso. Que Dieu fasse que vos prières qui vont dans ce sens soient exaucées, que notre nation soit forte face aux différents pays qui l'assaillent et que nous puissions continuer de communier comme nous faisons ainsi et donner à l'ensemble du monde entier l'exemple. Un exemple de pays uni et prospère, c'est ce à quoi la FAIB promet s'atteler au cours de ce mois béni du Ramadan, aussi bien au sein de la grande famille musulmane que de l'ensemble des Burkinabés. Une note musicale dans ce journal, nous allons à la rencontre de l'artiste musicien Faden. Si vous avez déjà écouté ses chansons, vous avez certainement remarqué que l'artiste est engagé pour la cause de la femme et dit vouloir marquer à sa façon l'histoire de la musique burkinabé. Le portrait de l'artiste Faden, c'est avec Adama Giti et Amadou Marcel Tou. Des textes qui portent, des mélodies qui bercent. Il en a fait sa marque dès son tout premier album. Moi, l'essentiel, c'est quoi? C'est d'accepter le message que je véhicule dans mes écrits, dans mes chansons et tout. Et après, il faut bien sûr se distinguer des autres. C'est ce qui fait l'artiste aussi. Et moi, je me distingue par quoi? Par la maturité qui existe dans mes chansons. Considéré comme l'une des voix sûres de la nouvelle génération de musiciens par les professionnels des métiers de la musique, Faden ne cesse de bouger les lignes au plan musical burkinabé. Il faut dire que Faden fait du mélange. On va retrouver du R&B, on va retrouver de l'afro-pop, voire de la variété dans ce que je fais. J'ai emprunté la voix pour la musique il y a quand même très longtemps. J'ai envie de dire, c'est depuis l'enfance, cet amour est né. Tout a commencé dans la famille, parce que j'ai mon oncle qui m'a dévancé quand même dans la musique, Sam Sinai, à qui j'ai dit un bonjour en passant. À chacune de ses prestations, l'artiste dégage toujours une émotion particulière à force de chanter la société, l'amour et surtout tout ce qui touche à la femme. Ma vie a marché, la qui a guidé mes pas, pardonne-moi pour mes faits, et il a pas dit. Le titre Confession qui parle de la mère, cette histoire quand même est une longue histoire. Et quand je vais me mettre à la raconter là, je risque de couler des larmes. C'est une chanson qui me rappelle également toute cette souffrance que la femme africaine vit. Et voilà, je l'ai vécu en expérience. Personnellement, il y a ma maman qui a vécu cela. Elle a joué ce double rôle, le rôle de papa et de maman. Et cette histoire m'a beaucoup inspiré à écrire sur la femme et à rappeler tout un chacun sur les réalités que nos mamans vivent. D'où la source de ces multiples inspirations qui forgent davantage sa jeune carrière jalonnée de défis. Dans le pays j'irai, il m'abriter. À la fazenda, je t'emmènerai juste prendre un tequila.
l'artiste vit pour laisser un message, il est en mission. Et sa mission, c'est quoi? C'est de laisser quelque chose de potable. Moi, aujourd'hui, quand j'écoute Georges Ouedraogo, je suis entièrement fier de ce qu'il a fait. Et ainsi de suite, il y en a pas mal d'artistes qui vivent jusqu'à présent, même s'ils ne sont plus de ce monde. Moi, j'ai envie de faire partie de ces lignes d'artistes. C'est ça mon rêve. En attendant, Faden fait valoir son talent au plan national, en témoignent ses nombreuses collaborations avec des grands noms de la musique burkinabé. On termine ce journal avec cette triste nouvelle tombée cet après-midi et qui bouleverse les amoureux du cyclisme au Burkina et en Afrique. Francis Ducré est décédé à Ouagadougou à l'âge de 76 ans. Organisateur puis régisseur du Tour cycliste international du Faso, il a beaucoup contribué à la naissance d'événements du même genre sur le continent africain. Son portrait avec Jérôme Tsenderbugo. Entre Francis Ducré et le cyclisme, c'est une histoire d'amour qui a duré plusieurs décennies. Ce n'est peut-être pas fortuit s'il est né un 14 février 1945 pour tomber amoureux de la petite reine. Cycliste professionnel de 1968 à 1973, il se reconvertit en organisateur de compétitions cyclistes en Afrique. Il s'installe au Burkina, participe à la création du Tour cycliste international du Faso en 1987. Pendant 34 ans, Francis Ducré va œuvrer aux côtés des différents bureaux exécutifs de la Fédération burkinabé de cyclisme à asseoir la notoriété du Tour du Faso. Débordant d'énergie et d'imagination, celui qu'on appelait affectueusement Francis Ouedraogo à Ouagadougou, Francis Sanou à Bobo Dioulasso, Francis Diallo à Dori, crée la boucle du coton en 2005 et le Grand Prix de l'impossible en 2010. Les crises cotonnières et sécuritaires ayant eu raison de ces deux créations, l'infatigable créateur de tours cyclistes du Togo, de Madagascar, du Bénin, du Mali, du Ghana, de Mauritanie, du Niger, de la Guinée et de la RD Congo avait dans un petit coin de la tête l'idée de la création d'une boucle de l'or au Burkina. Mais alors qu'il participait à la préparation du 34e Tour cycliste international du Faso prévu pour octobre 2021 en qualité de régisseur, Francis Ducré, né le jour de la fête des amoureux à Pont-de-Mer en Normandie dans le nord de la France, s'est éteint le jour de la fête du travail ce 1er mai à Ouagadougou. Francis, tu as aimé la petite reine. Francis, tu as travaillé pour la petite reine. Francis, repose en paix. Voilà, paix à l'âme de Francis Ducré, nos condoléances à sa famille et à toute la famille du cyclisme burkinabé. Ainsi s'achève ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité au programme de la RTB.